Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 36 en partenariat avec Avis et la PST. Alors que la France vient d'intégrer le top 5 des pays les plus attractifs en matière d'investissement, la table de la quotidienne a voulu comprendre pourquoi le marché touristique français était si attirant pour les tours opérateurs étrangers. Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui 4 dirigeants qui ont chacun un business model très différent, mais qui sont tous partis à l'assaut des clients français. Donc aujourd'hui, nous recevons Toni Schwenzner. Toni, bonjour. Guten Tag. Toni, vous êtes PDG de Travel Europe, qui est un groupe autrichien. Cécile Revol, Routomidar, je vais le dire en néerlandais, t'as vu, je me suis bien entraînée. Cécile, tu es directrice générale de Sunweb France, qui est donc une filiale du groupe néerlandais Sunweb Group. Nous recevons également Axel Mazerol, directeur général de FTI Voyage, filiale du groupe allemand FTI. Je ne dirai pas Guten Tag. Moi non plus, mais je dirais bonjour. Et Willkommen. Je rajoute. Et enfin, je reçois Nicolas Delors. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Nicolas, tu es président de Thomas Cook France, filiale du groupe germano-britannique Thomas Cook. Bonjour. Bienvenue. Hello. Merci. Hello. Nicolas, la première question sera pour toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles le groupe Thomas Cook a décidé d'investir le marché français ou sur le marché français? Ça remonte au début des années 2000 par l'acquisition d'un réseau de distribution qui était le leader à l'époque, qui s'appelait Havas Voyage. Je pense que ça procède à l'évidence d'une volonté d'expansion et de mise en œuvre d'une stratégie de globalisation de l'offre à l'échelle européenne. À l'époque, le groupe qui était une fusion d'une entreprise leader dans le domaine du tourisme au Royaume-Uni et d'une autre en Allemagne, était déjà présent en Europe du Nord, en Belgique, en Hollande, et aussi dans les pays nordiques, et avait, dans sa volonté de croissance, besoin d'investir des territoires qui étaient inoccupés vers le monde un peu plus latin, en commençant par la France, qui est le pays le plus au nord du monde latin, si je puis dire, par comparaison à l'Italie et à l'Espagne. Donc je pense que la volonté, en fait, l'attraction par rapport au marché français est avant tout le fruit d'une stratégie d'expansion à l'échelle européenne dans une course à la globalisation qui implique plusieurs acteurs de l'industrie qu'on connaît et qui sont aussi des acteurs qui se veulent globaux. Après, je pense qu'il y avait également l'idée qu'on pouvait, par des effets de masse, démocratiser davantage l'offre en produits touristiques packagés, puisqu'à l'époque on était quand même dans les grandes années, peut-être au début de la fin, mais dans les grandes années du voyage packagé. Et la puissance d'achat liée au volume en jeu au Royaume-Uni et en Allemagne et accessoirement sur les autres pays d'Europe du Nord pouvait laisser croire qu'on pouvait démocratiser davantage qu'elle ne l'était à l'époque l'offre en voyage. Et c'est ce qui s'est passé du reste après, puisque à partir de l'acquisition d'Havas Voyage, il y a eu la création du tour opérateur Thomas Cook Voyage, qui en l'espace de quelques années, et quand je dis quelques années, c'est 2-3 ans, a créé un tour opérateur qui est très rapidement arrivé à 300 000 passagers, alors que l'un des leaders parmi les généralistes de l'époque était Fram, qui avait pour ambition pour 2000 d'atteindre les 600 000 et qui était une entreprise à l'époque presque cinquantenaire. Donc c'était quand même la preuve qu'il y a eu quand même un mouvement d'ouverture du marché grâce à l'arrivée de ces acteurs. Bon, après, la suite de l'histoire, vous la connaissez, diverses crises économiques, printemps arabe, qui ont changé un peu la donne. Mais c'était une hypothèse qui était assez valable. D'accord. Donc entre 2000 et maintenant, le modèle, on en reparlera, quand même beaucoup évolué, et notamment au niveau de la distribution. On en reparlera après, parce que la distribution, je pense que c'est le seul groupe parmi les 4 qui a intégré sa propre distribution et son propre réseau. Et donc, ce qui a prévalu à Sunweb, c'est tout à fait différent. Quelles ont été les raisons de Sunweb pour investir en France, et quel est le modèle économique de Sunweb ?
Alors, je dirais que la finalité reste à peu près la même que ce que Nicolas vient de dire, bien évidemment, mais les moyens ont été effectivement assez différents, puisqu'à la base, Sunweb, c'est un groupe néerlandais qui a 25 ans d'existence, qui a été fondé par Joost Romeijn, qui était à l'époque étudiant et qui a emmené un groupe d'amis skier à Super d'Évoluy. Voilà comment ça a commencé. Super d'Évoluy, comme quoi il fallait... Il n'y a pas station moins connue en France. C'est exactement ça. Ouais. Mais c'est la même. La joue du loup, Super d'Évoluy, la joue du loup. Exactement. Ouais. Donc voilà comment le groupe Sunweb a commencé. Et puis comme la première année, il a emmené un petit groupe d'étudiants. L'année suivante, il a fait 3 bus, etc. Donc à la base de Sunweb, c'est vraiment le ski qui a prévalu. Donc le ski dans les Alpes françaises. Et puis, effectivement, au fur et à mesure de l'expansion de la société, c'est l'été, donc le produit balnéaire, qui est arrivé dans le portefeuille et aujourd'hui qui représente donc au niveau du groupe à peu près 60% du chiffre d'affaires et 40% c'est le ski. Donc il y a vraiment ces deux activités au sein du groupe Sunweb. Le ski l'hiver dans les Alpes françaises et un petit peu les Alpes autrichiennes. Enfin, beaucoup quand même dans les Alpes autrichiennes, oui. Oui. Les Alpes françaises restent encore prépondérantes, même si dans certains pays c'est en train de changer. Et ensuite donc le package moyen courrier. Avec évidemment la Méditerranée, mais aussi l'Égypte. Et donc ce tour opérateur basé donc à Rotterdam, à la base, comme quoi c'est assez méconnu, mais c'est quand même un Théo aujourd'hui, juste pour donner quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'on est assez peu connu sur la France, ayant uniquement une stratégie B2C et 100% digital. Aujourd'hui, c'est un tour opérateur qui fait voyager en Europe 1,2 million de clients pour 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, comme je vous disais, avec la répartition entre le ski et le package. Alors, sur la France aujourd'hui, on n'est pas le premier pays, vous vous en doutez. Combien de temps Alors, sur la France, c'est un modèle qui est arrivé par de la croissance externe, donc du rachat en fait de tour opérateur ski, puisqu'à la base c'était vraiment le ski qui était le fonds de commerce du tour opérateur de Sunweb, et donc la présence sur la France s'est faite par le rachat de tour opérateur ski. Alors bon, je ne sais pas si ça vous parle, Travel Horizon, Go to Travel, etc. Voilà, par le groupe étudiant en fait. Et puis bon appétit à tous. Donc ça a commencé effectivement par le groupe étudiant, ensuite le ski de façon individuelle, pour la clientèle individuelle, en plus de ce qu'on fait sur les étudiants. Et depuis quelques années, effectivement, on essaye de se développer. Alors pour l'instant, on reste par rapport aux personnes qui sont autour de cette table d'une taille extrêmement modeste sur le package GT, mais en tout cas c'est notre volonté de nous installer sur ce marché via donc le package dynamique et via notre offre produit qui pour le coup est centralisée et distribuée dans les différents marchés européens. On est aujourd'hui présent sur 8 marchés européens. Donc comme je vous ai expliqué, c'était les Pays-Bas le premier, ensuite il y a eu l'expansion naturelle vers la Belgique. La Scandinavie, donc les 3 pays scandinaves, la France et puis là l'Allemagne évidemment et le UK depuis 2 ans. Merci. Tony, c'est un modèle très différent que vous avez développé au sein de Travel Europe. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir conquérir le marché français ? Parce que pour nous, les clients français, c'était toujours le meilleur. C'est bien de l'entendre, ça fait du bien. Non, il faut dire aussi que l'histoire de Travel Europe, c'est Travel Europe vient de notre nous on a commencé très petit. Aujourd'hui nous sommes 230 personnes à travailler dans Travel Europe, y compris Visit Europe. Mais moi j'ai commencé toute seule. Et à l'époque, j'avais repris l'hôtel. Nous avons
nous avions un tout petit hôtel. Maintenant, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus joli. Mais à l'époque, moi, j'ai commencé de donner des services réceptifs au Tyrol pour les clients étrangers. Et le but, c'était surtout de remplir notre propre hôtel. Et à l'époque, nous avons eu à l'hôtel, c'est mes parents qui ont encore eu l'hôtel. Moi, j'étais en train de le reprendre. Et il avait deux types de clients. D'une part, les Allemands, qui n'ont rien payé, qui n'ont pas beaucoup payé. Et quand même, ils ont eu beaucoup de besoins, de choses. Et après, il avait des clients français. Au Tyrol, quand on a su traiter les clients français, c'est-à-dire de donner une bonne nourriture, de parler un peu, de donner l'hospitalité tyrolienne, ça allait très bien. Alors, moi, j'ai commencé, je ne veux pas dire à virer, mais enfin, on s'est concentré sur le marché français. Et ça marchait très bien. Alors d'abord, j'ai rempli notre hôtel. Après, on a commencé avec des autocaristes, avec des groupistes, plus tard avec des théos français, de vendre en marque blanche le Tyrol. Et quand nos clients ils étaient très contents de notre travail, ils ont dit tu ne fais pas que le Tyrol, tu ne fais toute l'Autriche. Alors on a fait toute l'Autriche. Après, nous avons eu la chance de l'ouverture de l'Europe de l'Est. Et là aussi, les clients, à l'époque, nous, on s'appelle les Tyrol Hotels, mais à cette période-là, nos clients qui étaient que des clients français, ils se sont dit toi, on a confiance en toi, on ne peut pas travailler avec quelqu'un à Prague, on ne peut pas travailler avec les Hongrois, on ne les connaît pas. Alors ça veut dire qu'à cause de ça, nous avons, on était presque. Bon, bien sûr, c'était une chance pour nous, mais c'est quand même, à l'époque, on a beaucoup agrandi, ça veut dire chaque année, on a doublé le chiffre d'affaires. Chaque année, on avait le personnel et aussi l'informatique, tout était constitué pour comme on a doublé, on n'était jamais un peu dernière et on a eu beaucoup de stress. Et comme on a doublé Travel Europe, maintenant ça existe depuis presque 40 ans. Et les 20 premières années, on a toujours, les 15 premières années, on a doublé le chiffre d'affaires. Et qu'avec des clients français. Alors on n'a pas eu le temps de regarder des autres marchés. Et aussi, d'abord, on a ouvert un bureau à Prague, un bureau réceptif à Prague, et après à Budapest, à Cracovie, après la Croatie, etc. Maintenant, nous avons 17 bureaux réceptifs qui sont dans toute l'Europe. Et notre clientèle principale, ce sont toujours des clients français. La clientèle française est à la base de Travel Europe. Nous, on peut vivre grâce aux Français. Merci beaucoup pour les clients français. Alors, Axel, est-ce que c'est... Voilà, transition. FTI, c'est un petit peu le petit dernier. Enfin non, c'est plutôt Sunweb sur le B2C. Mais FTI, c'est quand même un majeur allemand qui est arrivé sur le marché français avec succès, j'imagine. Je vais vous surprendre. Ouais. En réalité, le fondateur, donc qui est notre PDG aujourd'hui, Dietmar Gunz, eh bien, il est autrichien. Il n'est pas allemand, il est autrichien. Arso, ja. D'accord. Ja. Donc le groupe, il est autrichien donc aussi. Donc le groupe Non. est allemand, mais D'accord. le fondateur et le PDG est autrichien. Bon, Mhm. ça ne change pas grand-chose, mais c'est Non. important de le préciser. Effectivement, c'est quelqu'un qui est parti de rien. Il a monté un business de séjour linguistique qui s'appelait LAL, donc il y a une trentaine d'années. Alors je n'étais pas là, hein, donc dans le monde du tourisme, donc je n'étais pas né, voilà. En tout cas, j'étais, voilà. Et donc, en fait, ce business a connu un grand succès. Puis il a monté plusieurs business très rapidement dans d'autres domaines, toujours dans le monde du tourisme.
Et en fait, succès sur succès, mais il a monté une boîte énorme, internationale, principalement sur les marchés effectivement allemands, de langue allemande, donc voilà, Allemagne, donc Autriche et la Suisse. Et en 2011, le tour opérateur, le groupe, c'est pas un tour opérateur parce on a plein d'entreprises dans le, je sais pas, des service centers, on a des hôtels, on a un réceptif, on a voilà une cinquantaine d'activités en dehors du tour operating, et on a du tour operating avec des marques dernière minute, early booking, etc. Et en France, le groupe FT a racheté en 2011 100% d'un TO français qui s'appelait Starter, donc leader dans l'est de la France. Et donc avec une superbe équipe, mais c'était un TO qui était voilà, vraiment régional. Et puis en fait, il n'y avait aucune ambition de sortir de l'Alsace et de l'Est de la France, qui est une très belle région que je suis venu rejoindre par la suite. Lorsque Dietmar m'a contacté, donc il y a de ça 4 ans, parce que j'ai fêté mon 4e anniversaire, l'objectif c'était de se dire, et si on allait en dehors de l'Alsace-Lorraine, voilà, et je lui ai dit pourquoi pas, effectivement. Moi je viens de l'autre côté, je viens de l'ouest de la France. Et puis voilà, il y a un potentiel qui est énorme sur le marché. Donc on a décidé de se concentrer sur du tour operating, pas lancer d'autres activités. Alors par la suite, on a lancé du ticket shop qui fait du ticketing. On a d'autres entreprises dans le service center. Mais mon activité aujourd'hui, c'est le tour operating. Et donc on s'est développé au niveau national. B2B uniquement. Alors vous ne vendez B2B, pas directement au... Alors, attention, scoop, non, pas de scoop, on est loin de tous nos amis, mais on a fait que du B2B, et là on se lance timidement sur du B2C, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se lancer non plus sur du B2C. Moi j'ai fait ma carrière, il y a pas de... Voilà, tout le monde le fait, et pourquoi pas nous, allez hop. Mais non, surtout ça ne changera pas, la priorité reste l'agent de voyage, et ça ne changera pas, c'est-à-dire si on se retrouve dans 2 ans, ça n'aura pas changé. Après il y a une réalité qui est économique, qui est gérer un tour opérateur sur le marché français, c'est compliqué si on doit comparer avec les règles des marchés voisins, notamment en Allemagne et en Autriche, où les commissions ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on est obligé de se diversifier aujourd'hui sur le marché français. Je dirais hélas, parce que c'était pas l'objectif. Et puis voilà, donc principalement aujourd'hui, l'écrasante majorité du chiffre d'affaires est fait sur le B2B, donc à travers les agences de voyage. D'accord. Je t'interromps juste pour demander à Nicolas, j'ai lu quelque part que tu avais dit que la France était un marché de distributeurs et non pas un marché de producteurs. Est-ce que, le pouvoir était plutôt de ce côté-là. Est-ce que de l'expérience de FTI que tu peux juger en tant que peut-être concurrent potentiel de ton groupe et client partenaire, qu'est-ce que ça éclaire d'une expérience récente de conquête justement de la distribution, avec un petit tournant, je passe en B2C parce que la distribution en France ça coûte plus cher qu'ailleurs. Alors, par rapport à les déclarations que j'ai pu faire, oui, en France, la distribution a le pouvoir. Le pouvoir parce que, principalement, la maturation du web ne s'est pas faite aussi rapidement qu'ailleurs, ça c'est la première chose. On est en train de rattraper, mais ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en France, comme dans certains autres pays, mais je ne rentrerai pas dans les détails ici parce que j'ai pas les idées totalement précises au sujet, la distribution retient le cash. Donc les dépôts des clients pour voyager sont dans la distribution. C'est très différent en Allemagne par exemple, où c'est les tours opérateurs qui ont tout de suite le cash par rapport à la réservation des clients. Et dernier point, qui n'est pas le moindre d'ailleurs, c'est que la taille du marché français d'une manière générale sur le tour operating, donc l'achat de prestations de voyage packagées pour des motifs de loisirs, est extrêmement réduite par rapport à ce qu'elle est, extrêmement faible par rapport à ce qu'elle est sur d'autres marchés, comme en particulier l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc du coup, on a une clientèle qui n'est pas aussi férue de web que ce qu'on peut voir dans les pays plus au nord. On a un marché qui est réduit parce qu'il est très bien exposé en termes de géographie
et puis qu'il y a un tourisme interne qui est très très développé par rapport à ce qui peut être dans d'autres pays. Et donc on a une distribution qui est quand même le faiseur un peu de paix. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans ce qu'on constate, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Donc il y a la croissance récente d'FTI qui est plus récente que certains autres, et que en fait, sur un marché qui globalement se développe pas, on a des acteurs qui arrivent, des nouveaux. Donc on a un gâteau qui, grosso modo, dont la taille n'augmente pas, est plutôt stable et a plutôt tendance à se réduire, avec des acteurs plus nombreux. Donc dans cette situation, ce qui se passe, c'est que le distributeur est consolidé dans son rôle, c'est-à-dire qu'il joue avec les opportunités. Celui qui veut réussir est obligé de céder à la pression quelque part du distributeur et aussi du client. Et la première pression du client, c'est celle du prix. Et donc tout ce qui est effet de domination du marché par les coûts, et donc les coûts voulant dire la masse, aide dans cette stratégie-là. Après, la question c'est comment on gagne de l'argent dans une situation comme celle-ci. Et clairement, c'est le problème sur le marché français. Donc on arrive à gagner de l'argent quand on est sur une ultra spécialisation ou un marché de niche ou avec une compétence particulière discriminante par rapport à ce que peuvent avoir les autres. Mais globalement, quand on est plus nombreux sur un marché qui a plutôt tendance à se décroître et qu'on n'a pas la capacité d'investissement pour aller rattraper ce que font des acteurs majeurs du web en termes de captation de marché, soit par création d'un nouveau marché, soit par captation de parts de marché détenues par d'autres acteurs plus traditionnels, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc je pense que dans l'exercice, en tout cas pour ma casquette de tour opérateur concurrent de FTI, le jeu est compliqué. Il est compliqué pour nous, il est compliqué pour eux, on le sait. Hein. Voilà, voilà. Et si je prends ma casquette de distributeur, elle est un peu plus confortable parce que en tant que distributeur, je joue aussi avec ce phénomène-là que je vis aussi en tant que tour opérateur. Donc en fait, il y a une dynamique qui est extrêmement complexe. Après, il y a le gros fantasme du B2C. Donc on est très B2C de manière traditionnelle au travers de notre réseau d'agences de voyage. On est aussi B2C au niveau du web. Le fantasme du B2C, qui est un bon fantasme et qui est sain d'ailleurs, c'est pas non plus une chose simple parce que c'est des investissements et qui sont des investissements massifs, de la logistique et aussi un démarrage dans un contexte où on nous a pas attendu, où il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui ont des positions, qui ont un effet d'expérience qu'il faut acquérir et c'est compliqué. Et même quand on est déjà, alors je vais pas faire preuve de prétention, mais même quand on est déjà un distributeur qui compte comme Thomas Cook, même si on n'est pas le leader en nombre de points de vente ni en volume d'affaires, mais on pèse quand même sur le marché, tenir sa position de leader parmi les leaders n'est pas non plus une chose extrêmement facile, même quand on reconnaît que le pouvoir est un peu dans les mains du distributeur. Donc imaginez pour quelqu'un qui veut du jour au lendemain intégrer la distribution, enfin le B2C soit par création de structures un peu, je dirais un peu mortards ou le web, c'est pas simple non plus. Alors Cécile, quelles sont les ambitions de Sunweb et comment vous, en tant que nouvel entrant B2C, vous vous distinguez ? Quelle est la stratégie ? Alors, nouvel entrant, oui, comme je te disais, la société a quand même déjà 25 ans, mais sur le marché français, on est quand même là depuis une quinzaine d'années, mais par le ski, en fait, par le produit ski. Donc, c'est vrai que tu disais sur des produits spécifiques ou de niche. Là, effectivement, c'est vraiment, je dirais, la valeur ajoutée et également ce pourquoi Sunweb est venu sur la France, c'est vraiment par rapport à la clientèle ski à la base. Après, c'est évident que d'arriver sur un marché package été où il y a déjà effectivement énormément d'acteurs, on n'a pas des ambitions démesurées, mais on a un rôle de consolidation au sein du groupe Sunweb par rapport à tous les achats qui sont faits, puisqu'ils sont faits de façon centralisée.
Donc effectivement, il y a certaines particularités qui permettent de développer des destinations qui sont moins commercialisées. Je prends l'exemple par exemple de la Tunisie, qui intéresse moins les pays, les gros pays de Sunweb comme les Hollandais, voilà, ou qui sont beaucoup les Scandinaves, pour lesquels la Tunisie est pas une destination phare, loin s'en faut. Et je dirais que sur des marchés où par contre les pays d'origine sont effectivement très présents, on vient apporter de la consolidation, notamment sur des périodes où ces marchés-là voyagent moins, typiquement le mois d'août, hein, où la clientèle du nord de l'Europe voyage moins. Donc c'est vrai qu'on apporte cette consolidation-là, effectivement, on fait énormément d'achats en garantie, donc sur les lits, on a aussi donc, nos propres hôtels en gestion. Donc sur cette partie-là, la France est intéressante, la clientèle française est intéressante. Mais le rapport aujourd'hui entre la clientèle ski et la clientèle été est sans commune mesure avec les autres marchés du groupe. Donc on a notre rôle à jouer sur cette partie-là. Mais voilà, on est aujourd'hui sur une dizaine de milliers de clients sur l'été, hein, donc rien à voir avec mes confrères assis autour de la table.